Bonjour et bienvenue à Au-delà des limites. Bonjour Yvan. Bonjour Francine. Ça va bien? Moi, quand on parle de sortie de plein air, d'expédition, ça va toujours bien. C'est toujours intéressant. Et là, en plus, c'est un complément à une première partie qu'on a déjà faite et Oui. Qui nous a laissé un petit peu sur notre faim. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin. Tout à fait. Et Tout sûrement qu'avec la crème des invités qu'on a, ça devrait se faire assez facilement. On se rappelle qu'Au-delà des limites, c'est une conversation d'1 heure qui est ouverte et sans complaisance avec des personnes déterminées, qui sont persévérantes et résilientes, qui vivent avec un handicap ou certaines limitations. On met l'accent sur leur parcours et leurs projets. Dans ce deuxième volet de notre balado sur les expéditions inclusives à l'international, on s'entretient avec 4 personnes qui ont participé à de telles expéditions et qui ont relevé, on peut le dire comme ça, haut la main, le défi. D'abord, l'expédition qui a été menée par Fernand Courchaine pendant 14 jours. Il a amené une équipe avec lui au Guatemala en février 2026 et cette équipe de 10 personnes, dont une paraplégique en Joëlette, bien, ils ont réalisé l'escalade de 3 volcans et d'autres activités aussi. Yvan, parlez-nous donc de l'autre expédition. L'autre expédition dont on va parler en deuxième moitié d'émission, ça a été réalisé du 17 au 20 octobre 2024 à l'île de la Réunion. C'est Éric Sévlec qui a entraîné toute sa troupe de plus d'une trentaine de personnes au grand raid de l'île de la Réunion en participant à 175 km, en parcourant plutôt 175 km en 4 jours. De ce groupe, 6 personnes avaient un handicap ou une limitation et une personne était aussi en Joëlette. Alors, on va commencer par aller à la rencontre de Fernand Courchaine et Denis Laliberté, qui étaient de l'expédition au Guatemala. Bonjour Fernand, bonjour Denis. Bonjour à vous deux. Alors, juste pour situer, avant que je laisse la parole à Yvan, Fernand, donc, comme je l'ai dit, vous avez organisé, en tout cas, vous étiez à l'origine de l'expédition au Guatemala, mais aussi vous faites partie vous aviez un double rôle, si je peux dire ainsi, mais des participants qui avaient certaines limitations pendant cette expédition-là, puisque vous faites de l'asthme, vous avez une maladie inflammatoire, maladie de Crohn, et d'ailleurs, vous avez décidé cette année de suspendre toutes vos activités inclusives que vous organisez depuis plusieurs années pour vous faire une santé. D'ailleurs, une des activités qu'on connaît bien, c'est la fameuse montée d'Everest Offroad, qui est une expédition annuelle. Pour Denis Laliberté, il est technicien à l'accessibilité universelle à la ville de Victoriaville. Il est lui-même paraplégique. En fait, depuis 1996, il a eu un accident sur une ferme, un équipement qui lui est tombé sur la moelle épinière et depuis ce temps-là, il se déplace en fauteuil. Et lui aussi, il est très, très engagé dans les activités inclusives. D'ailleurs, tantôt, on fera un petit lien puisque Denis était aussi de l'autre expédition dont vous avez parlé, Yvan. Oui, Denis est dans toutes. Il est dans toutes, voilà. Alors, Denis, un jour, vous recevez un téléphone, c'est Fernand Courchaine à l'autre bout du fil, puis il vous parle de... Moi, toutes les fois, je parle de Fernand Courchaine, c'est des idées de fou. Il vous parle de sa dernière idée de fou. C'est pas mal comme ça, hein? C'est pas mal comme ça que ça a commencé. Puis habituellement, quand Fernand m'appelle, c'est pour une idée de fou, c'est clair. Oui, puis on parle pas de la diagonale des fous dans ce cas ici. Mais alors, quelle a été votre réaction? Première réaction, moi, je suis beaucoup du style à dire oui facilement. Après ça, on se pose des questions qu'il faut se poser. Donc, moi, je dirais, là, si je sais juste, bon, où est-ce qu'on va? OK. Alors, ça, on a 5 de la réponse. L'autre 95 Fernand m'a présenté un peu ce qu'il voulait aller voir. De juste commencer à préparer ça, que Fernand aille faire une visite aussi de repérage 1 an avant. Mm-hmm. Mais là, déjà, ça nous amène à des réponses à nos questions pour pouvoir se rendre plus loin. Là. Donc, j'entends qu'il n'y a pas eu tant d'hésitation que ça au bout du fil. Il n'y a plus de fil, là, mais au bout du téléphone. Oh, ouais, bien. Non, puis avec Fernand, c'est très rare que je vais te dire non, c'est oui tout de suite. Parce que c'est sûr que le projet va être le fun. Donc, en partant, on part. Mm-hmm. Après ça, on fait juste se répondre à nos questions et dire, OK, c'est quoi les enjeux?
puis qu'est-ce que ça nous prend pour y arriver. Là. Tout à fait. Et Fernand, on s'est tutoyé la dernière fois, fait que je n'irai pas au vous. Toi, tu n'as pas eu besoin de te téléphoner, mais as-tu eu besoin de te convaincre pour cette aventure-là? Non, pas vraiment. Comme je le disais, je pense que je me lève un bon matin avec... j'ai des idées qui popent dans mon cerveau, puis là, je me dis, OK, go, on fait ça. Fait que c'était la prochaine étape. Puis, c'est ça, naturellement, j'ai pensé à Denis parce que c'est pas la première fois qu'on a des idées de fou ensemble. Donc, on connaît un peu jusqu'où on peut aller dans notre folie ensemble. Donc, c'était tout naturel là, que je l'offre à Denis. Là. Fernand, est-ce que tu savais, quand tu as pensé à ça et à la suite, quand tu as commencé à le mettre en œuvre, cette expédition, qu'après, tu prendrais un congé pour refaire tes forces? C'était pas prévu comme ça au départ, mais c'est de fil en aiguille. C'est sûr que l'état de santé, tu sais, il y a des hauts et des bas, ça évolue, tout ça. Puis je l'ai vu à mon dernier défi Everest Surfer en septembre, que c'était vraiment, j'ai vraiment rushé. C'était vraiment difficile pour moi. Donc, dans la vie, il faut aussi, c'est le fun de faire des défis, de repousser nos limites, tout ça, mais en même temps, faut garder le plaisir aussi à travers ça. Puis quand que la difficulté devient assez grande, que le plaisir est moins là, c'est ça, faut y repenser. Puis des fois, c'est important, il faut avoir la sagesse de se dire, OK, je vais prendre une pause, je vais diminuer mon rythme, puis après ça, je vais m'occuper de moi, de ma santé, tant physique que mentale. Puis après ça, je vais partir, mais d'une nouvelle façon qui va être peut-être plus en harmonie avec mon corps, tout ça, puis pour pouvoir continuer, mais autrement. OK. Et Denis, de ton côté, je vais changer tout de suite au tutoiement maintenant. On se connaît depuis 5 minutes. Là, je suis en train de vous contaminer, là, parce qu'il faut savoir que normalement, Yvan, lui, il tutoie, il vous voit, il tient sa ligne. Moi, je passe de l'un à l'autre. Alors, ne vous étonnez pas. Alors, Denis, t'as dit oui, tu nous l'as dit. Maintenant, comment a été faite ta préparation? Autant ta préparation mentale que ta préparation physique? C'est sûr que je suis déjà quelqu'un qui m'entraîne beaucoup, qui fait beaucoup déjà de marathon et de longue distance. Par toi-même? Par moi-même. Là. Donc je suis fauteuil roulant, puis tu pousses avec tes bras. En plein ça. Okay. Et j'essaie d'être... c'est ça, c'est le fun quand Fernand m'appelle, j'essaie d'être toujours prêt quand il y a quelque chose qui se présente. Autant que les activités qu'on a fait, exemple, le Mont-Albert, c'est quoi, une semaine avant que ça s'est décidé que là, finalement, c'est moi qui y allais, j'étais mieux d'être prêt. Là. Oui, donc, tu peux pas faire en une semaine. Je suis déjà quelqu'un qui fait beaucoup, là, avec mon fauteuil, je roule un 3000 à 3500 km d'entraînement par année. OK. Donc, je suis déjà toujours en mode prêt à saisir ce qui va se passer. C'est sûr que là, avec Guatemala, on a eu une bonne préparation avant. On a fait plusieurs sorties en Joëlette avant. Le but étant d'être prêt parce qu'on on s'en va dans quelque chose de beaucoup plus grand pas que c'est pas grand le Mont-Ford, là, mais on est beaucoup ailleurs que là. Oui, c'est un autre environnement. Denis, combien d'activités tu fais, des activités de cet ordre-là dans une année? C'est sûr que je vais faire une dizaine de marathons par année. Okay. Donc, en partant. OK. Et habituellement, 2 à 3 courses de longue distance, on parle d'un 100 km et plus. Là. Mm-hmm. Donc, et de l'expédition, d'escalade, là, est-ce qu'il y en a sur une base annuelle ou... Habituellement, 3 à 4 par année, habituellement. Parce qu'il faut se dire, quand on fait un voyage inclusif comme ça, même si c'est au Québec, il faut quand même être 6, 8, 10, 12, 16 ensemble, tout dépendant de l'endroit qu'on va. Donc, moi, c'est sûr que je saisis les occasions quand ils passent, mais c'est quand même du temps de la préparation puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Il y a quand même une bonne préparation à faire. Donc. Et Fernand, toi, qu'est-ce que tu fais pour te préparer aux activités inclusives? Est-ce que c'est le Mont Harford? C'est ça tous les jours à peu près? Il dit, je suis pas tellement loin. En revenant du travail, je fais un petit détour ou s'il y a d'autres activités, d'autres façons de s'entraîner? C'est sûr que oui, je vais faire souvent des montées. Pas nécessairement tout en équipe avec Joëlette et tout ça parce que, c'est beaucoup de, comme le dit Denis, il faut être 6, 8. Fait que c'est se revirer de bord de dernière minute. Des fois, c'est compliqué. Fait que souvent, des fois, je vais le faire en équipe, oui, mais souvent, je vais le faire en solo. M'enlier une coupe de montée comme ça. Puis, ce qui fait pas mal mon entraînement.
Mais c'est ça, au niveau de mes différentes, je ne sais pas si tu vas en venir là, mais au niveau de mes différentes conditions de santé, bien, quand on fait un voyage comme ça à l'extérieur, d'autant plus que c'est à moi l'organisateur, là, tu sais, faut pas que je me retrouve sur le dos, là, au milieu du voyage, là. Donc, c'est vraiment de se préparer. Fait que moi, j'ai consulté mes spécialistes avant, bon, puis avoir le point de vue, puis tout, puis m'assurer que j'ai tout ce qu'il me faut, toute la médication que j'ai besoin, autant au niveau de l'asthme, de la des maladies inflammatoires que j'ai et tout ça. Donc, pour être certain que on a pas mal, je suis pas mal équipé pour toutes les situations qui pourraient arriver. Mais est-ce que vous avez des programmes d'entraînement personnel, là, comme on voit aujourd'hui, c'est bien la mode, cela, là, se préparer avec différentes activités, différents exercices et tout ça à faire. Est-ce que vous prévoyez ça pour vous, mais aussi pour tous vos collègues quand vous faites ce genre d'activité inclusive? Comme Daniel, on s'est rencontrés quelques fois, tout ça, mais comme je le disais dans l'émission précédente, on est tous super occupés, puis c'est difficile de se rencontrer ensemble d'autres. Plus individuellement, je dirais qu'on a pris en charge chacun un peu individuellement, moi, entre autres, mon entraînement, là. Mais je j'ai pas, au risque de décevoir, moi, j'ai pas vraiment de programme comme tel, là. J'y vais au jour le jour, puis Plus à l'intuition. Un certain niveau de forme, mais j'ai pas un programme précis avec un calendrier, puis que je prends ça en note, puis tout, tu sais, je vais pas mal au ressenti. Là. Denis, comment tu te sentais quelques jours avant le départ? Est-ce que tu te disais, oui, ben, je pense que tu fais plusieurs activités avec Fernand, donc tu devais dire ça va marcher, mais c'était quoi ton niveau de confiance avant de partir? Mon niveau de confiance avec l'équipe qu'on avait là était facilement à 90%, mais je suis quelqu'un qui n'est pas stressé dans la vie, et là, je te dirais, dans les semaines précédentes, quand même, ça gargouillait. C'était pas... Ça gargouillait, d'accord. Mais parce que de dire, OK, on part, c'était 16 jours en tout, là, 14 jours au Guatemala, c'est qu'il n'y avait pas juste un défi à réaliser, il y en avait plusieurs sur plusieurs jours. Ouais. Fait que même si on avait une équipe qui était vraiment solide et complémentaire, puis Fernand avait très bien organisé son équipe, ma blonde, ça serait là, vous le direz, c'est la première fois que je te vois un peu stressé. Ah oui. Moi, j'ai une question depuis à peu près le début de notre conversation, puis je me disais, c'est quand que je vais pouvoir la poser. Denis, toi, tu fais des marathons, donc tu es très actif dans l'activité physique que tu fais. Dans cette expédition-là, c'est pas sur des routes, là, c'est en montagne, c'est en Joëlette. Est-ce que ça te frustre de ne pas avoir plein contrôle de ce qui se passe autour de toi? Alors, malheureusement, on a perdu Denis. Est-ce que je ne sais pas s'il va revenir bientôt? En attendant, je peux peut-être, oui, vas-y, sans répondre à sa place, je peux ajouter qu'il y avait les deux volets. Hein. Il y avait le volet Joëlette où, justement, il n'était pas comment je peux dire ça, en effort physique. Ben, il y a toujours un effort physique, là. Il faut qu'il se tienne, garde son équilibre et tout ça, mais il avait utilisé ses bras, mais on a utilisé aussi le fauteuil Track Z. Donc, le premier volcan, il l'a fait en Track Z, donc il a participé pleinement de toutes les façons qu'une personne peut participer. Puis, pour le dernier volcan aussi, on s'est rendu jusqu'au camp de base avec le fauteuil Track Z. Donc, encore une fois, à ce moment-là, il a participé physiquement tout autant que chacun et chacune d'entre nous. Là. Okay. Fernand, mais pour certaines étapes où c'était... Oui? Est-ce que tu peux nous expliquer, là, pour les bienfaits de nos auditeurs, c'est quoi la différence entre la Joëlette et le Track Z? Je sais qu'on vous pose souvent ces questions-là, mais c'est quand on en parle à des gens qui ne sont pas dans nos milieux, je dirais, c'est pas toujours évident pour eux de comprendre ce que c'est. Je pense que je suis de retour. Hein? Ah, alors voilà, oui. Alors donc, Fernand, peut-être compléter la question, puis ensuite on reviendra à Denis pour la question que Yvan souhaite de poser depuis longtemps et qui n'a pas eu la réponse. Ben, je laisserai peut-être Denis répondre à cette question-là aussi parce qu'il connaît encore plus l'équipement que je peux le connaître. Okay. On est vraiment dans la différence, là, le Track Z est vraiment comme un fauteuil roulant, comme un fat bike. Fauteuil roulant. Oui. OK. De montagne, finalement. C'est fait pour la montagne, c'est ça. On est vraiment dans un fauteuil de montagne.
Ce que ça prend, c'est quand même des sentiers un peu plus larges, de la largeur d'un fauteuil, si on peut s'imaginer, là. Mais ça permet à la personne handicapée d'être participatif au maximum. Et ça, Fernand a vraiment fait attention dans le processus de dire, OK, il y a plein d'endroits qu'il va pouvoir faire du Trax. Donc, avec ce fauteuil roulant-là, Fat Bike, ça m'a permis d'être beaucoup plus participatif. L'avantage de la Joëlette, c'est que là, on tombe dans un appareil qui est monoroue, qui a juste une roue. Oui. Et qui permet vraiment d'aller dans des sentiers qui sont très, très single track, là, étroits, là, puis accidentés. Fait qu'un, il devient complémentaire de l'autre. Et c'est ce qui était plaisant au Guatemala, c'est qu'on s'en est vraiment servi à être totalement complémentaire. Et si le Trax faisait 60, 80, la Joëlette permettait de faire le 20 à 40 % qui manque. D'accord. C'est deux équipements qui permettent d'être complémentaires et participatifs en plus. Donc, je reviens à ma question du départ. Toi qui es un athlète au départ, le fait d'être sur Joëlette, ça te frustre pas tant que ça, étant donné qu'il y a des bouts en Trax Z? En plein ça, et en même temps, là, ça fait 30 ans, là, ça va faire 30 ans cette année que je suis en fauteuil roulant. Vous m'auriez posé la même question, là, 10 ans, 15 ans, et je vous aurais dit non, je suis pas rendu là. Par contre, avec les expériences, avec les sorties, les expositions qu'on a fait, quand ça permet de t'amener à un endroit que tu pourrais pas aller, ça devient encore plus satisfaisant. Faut quand même faire ce pas-là, mais en même temps, t'as beau être un astronaute, si t'as pas de navette pour aller autour de la Lune, tu te rendras pas. Il faut se faire aider par les autres si on veut réussir à atteindre les objectifs qu'on veut. Puis là, c'est vraiment là que la Joëlette devient un équipement super plaisant. OK. Parlons du Guatemala. On y est. Comment, Denis, tu as vécu cette situation-là? Comment tu as trouvé les sentiers au Guatemala, par exemple? Les sentiers sont très techniques, très difficiles. C'est vraiment, c'est pas des sentiers qui sont faciles à faire, donc c'est pour ça que c'est important qu'on ait les deux équipements. Le Guatemala, quand même, dans toutes les villes qu'on était, c'est du pavé avec des roches. On n'est pas sur l'asphalte, là. Oui. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un tout exclu, là. Oui, je comprends. C'est une belle expression, ça. C'est ça, c'est vraiment tout ce que tu penses de ne pas avoir, tu l'as. C'est beaucoup là qu'on est, là. Mais ça devient le fun aussi là, dans ce genre d'expédition-là. Là. Oui, vas-y. Si je puis me permettre, si tu avais juste eu ton fauteuil roulant régulier, là, Denis, là, ça aurait pas été vraiment pas évident. Là. Non, ça aurait été l'enfer. Là. Juste d'un fauteuil roulant régulier normal, on n'aurait pas fait 10 % de ce qu'on a fait. Là. Mais là, je vous interromps tout de suite. Là. Un fauteuil régulier, là, pour toi, Denis, ça veut dire quoi, ça? Vraiment, un fauteuil qu'on peut voir de tous les jours, que je vais propulser moi-même, mais qui est vraiment là, un fauteuil de tous les jours. Pas un fauteuil de course, là. Non, pas un fauteuil de course. Rien que dans les rues, on n'est pas rendu des volcans, mais rien que dans les rues du Guatemala, ça aurait été l'enfer. Là. OK, mais physiquement, là, tu pars pour ce voyage-là avec combien de fauteuils? Tu as le Trax Z, tu as la Joëlette, tu dois avoir ton propre fauteuil, j'imagine? Le Trax Z devenait mon fauteuil de tous les jours. OK. Ça permettait d'amener juste 2 équipements parce que là, d'amener 3, ça aurait été beaucoup plus difficile. Là. Donc... Je comprends. Puis toi, Fernand, de ton côté, est-ce que la réalisation de ton projet, ça correspondait au voyage que tu avais fait, ton voyage de reconnaissance que tu avais fait 1 an plus tôt? Le voyage de reconnaissance est vraiment nécessaire. Puis en même temps, pour évaluer le niveau de difficulté technique des sentiers, tout ça, etc. Mais je savais que, comme dit Denis, que le Guatemala, c'est un tout exclu. Là, c'est vraiment pas adapté. Fait que je trouvais ça important d'aller sur place. Puis en même temps, moi, j'ai le défaut de mes qualités, c'est que je crois que tout est possible,
Donc, quand j'évalue le niveau de difficulté des sentiers, j'ai la fâcheuse tendance à les sous-évaluer. Tu minimises finalement. Oui, c'est ça. Fernand, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles pour toi compte tenu de ta condition, là, pas en tant qu'organisateur de l'événement, mais en tant que Fernand Courchaine qui s'embarque là-dedans et puis qui sait qu'il va avoir des problèmes. Et qui veut pas décevoir. Et qui veut pas décevoir aussi, puis qui est le chef, qui est le leader, puis qui veut peut-être pas montrer nécessairement qu'il y a des difficultés personnelles. Effectivement, j'étais pas dans ma meilleure condition pour faire une histoire courte, là, condition physique quand je suis allé là. Donc, des fois, comment je peux dire ça, la vie, des fois, nous apporte de nouveaux défis. Puis, par exemple, je devais avoir une personne pour s'occuper de la caméra pendant l'expédition. Puis cette personne-là n'a pas pu venir. Fait que j'ai pu me faufiler un petit peu. Je me suis moins impliqué, je dirais, dans certaines montées puis tout, vu que j'étais moins en forme. Mais je me suis un peu réfugié dans ce rôle-là de caméraman. Donc, ça n'a pas trop paru. J'ai dit, ça prend quelqu'un pour OK. Mais est-ce que l'équipe le savait, Fernand? Est-ce que l'équipe le savait ou là, ils vont l'apprendre quand ils vont écouter le balado? On n'a peut-être pas discuté tant que ça, mais je pense que c'était... C'était évident. C'était pas un secret. Oui, c'est ça. Je pense que ça s'est vu, là, ça s'est ressenti. Puis c'est ça. Mais on est une équipe. Ce qui est important, moi qui ai de la difficulté à déléguer, là, ça m'a permis d'apprendre à déléguer un peu plus. J'ai dit, garde, tant qu'on est capable de faire l'ascension, de faire l'activité en question, c'est une façon d'apprendre à déléguer puis à dire, OK, on joue chacun le rôle qu'on peut jouer. Et c'est l'équipe qui est la force. C'est ça. Faut se dire que c'est ensemble qu'on est fort, puis on ajoute chacun nos forces, puis donner notre force dans une équipe permet à ce que les vulnérabilités de chacun soient moins prédominantes. Tu sais. Par exemple, si je fais une crise d'asthme en montant, puis que je participe à l'effort, je peux me retirer, puis l'équipe va continuer d'avancer. Tu sais. Fait que c'est ça. Denis, on est quand même très près de la réalisation de cette expédition-là. On est, je pense, à peine 2 mois de cette réalisation-là. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir important? La chose qui est encore dans ton cœur, là, que c'est pas sorti de là depuis de ton retour? Et vraiment, la chose qui m'a marqué le plus, puis là, c'est pas mon premier voyage de groupe que je fais, la facilité. Oui, on va le dire, cette facilité-là qu'on a eue à corriger notre trajet, si on veut. C'est-à-dire que si on voyait quelque chose qui n'était pas faisable, on était capable de se parler et de dire on va atteindre nos objectifs peut-être de manière différente. Et ça, c'est vraiment la gang de 10, là, de pouvoir autant se parler sans qu'il y ait un coq qui décide tout. C'était vraiment, les décisions étaient communes. Et ce groupe-là de 10, là, j'en parle, puis les frissons me reviennent. Je les entends. C'était facile c'est jamais facile de s'entendre à 10, mais vraiment, là, j'ai trouvé que la composition d'équipe qu'on avait, ça amenait facilement à pouvoir s'entendre et dire, OK, on se rajuste, puis là, on s'en va vers là. Oui, parce qu'on en a peu parlé dans le premier volet. Il y a eu des changements quand même importants par rapport aux plans initiaux que vous aviez. Est-ce que je sais que vous n'avez pas monté les 4 volcans, entre autres? Oui, c'est ça, hein? C'est vraiment, on a été capable de jaser. Puis il y a un volcan qu'on voulait vraiment faire, la Catenango, on voulait vraiment l'atteindre, celui-là, et on s'est ajusté en fonction d'atteindre cet objectif-là. Justement, ça m'amène à vous demander, à tour de rôle, là, votre plus beau moment pendant cette excursion-là, expédition, je devrais dire, là. Votre plus beau moment. Excursion, c'était avec un sac à lunch. En tout cas, expédition.
On s'entend sur expédition. Oui. Vas-y, Ouais. Fernand, puisque tu as l'air prêt à répondre. Oui, c'est très difficile de répondre à ça parce qu'il y a eu un paquet de moments forts, là, tu sais, fait que... Bon, mais d'en mettre du quelques-uns temps. quand même, là. Mais c'est sûr que quand j'ai vu Denis dans la grotte, par exemple, ça, c'était un gros wow. Ben, toutes les premières, finalement, qui ont été vécues, c'était des gros wow, mais le top de tout, évidemment, ben, c'est rendu au sommet de la Catenango, alors que ça nous a pris 4 heures pour parcourir 1,6 km, là. Fait que c'est que j'étais là sur le Sunday, là. La satisfaction d'y avoir arrivé, malgré toutes les difficultés rencontrées. Puis, c'est un moment inoubliable, évidemment. Et dans la grotte, c'était quoi? C'était de la nage? C'était des activités quelconques? Ou Donc, dans la grotte, on est vraiment dans une grotte, c'est qu'il y a de l'eau, là. Dans le fond, il fallait nager puis se rendre jusqu'à l'autre bout de la grotte, là, en équipe, là. Fait que, tu sais, c'est un moment qui est comme inoubliable, là. On peut pas... Mais à ce moment-là, quand on a fait la grotte, je pensais que ça allait être mon meilleur moment de oui, voyage. c'est ça, j'allais te demander, puis c'est pas ça. OK. Non, là, finalement, surtout l'effort de la Catenango, là, le 1,6 km, ça nous a pris 4 heures. C'est de la poussière volcanique. Tu avances de 12 pouces, tu recules de 11. Tu avances de 12 pouces, tu recules de 11. Et avec des moments où on s'est dit, attends un peu, là, on est-tu capable d'y arriver? Ça l'a surpassé tout ce qui pouvait se passer durant le voyage. Alors, Denis, raconte-moi, quand vous êtes arrivé en haut, qu'est-ce qui se passe? Les 10, là, vous vous jetez dans vos bras? Qu'est-ce qui arrive? Vous pleurez? Ben oui, c'est sûr que oui, c'est sûr qu'il y a des pleurs et on se serre toute la gang. Mais je te dirais vraiment le 4 heures avant, qui est encore plus magique que d'être au top. C'est difficile à expliquer, mais l'effort qui a été fait avant, oui, le résultat était le fun, mais c'est vraiment tout l'effort qu'on a fait avant. D'être obligé de dire, OK, on va se rajuster, OK, on va passer à droite, on va passer à gauche. Il y a un moment où on a arrêté, puis on était pas mal au début, et que là, moi, je le sentais pas, là. Puis habituellement, je suis pas très nerveux, puis là, tu fais comme un peu, je suis pas sûr si on va être capable de continuer. Ça nous a permis tout le monde de dire, OK, on va être super vigilant, on a continué, puis on ne le regrette pas là, d'avoir passé par-dessus ce bout-là. Là. Donc, vous avez vraiment vécu le fait que c'est pas tant l'objectif qui est important, mais c'est le parcours. Oui, en plein ça, le processus a été beaucoup plus intéressant que le résultat. Là. Dans le doute, Denis, là, parce que tu avais des doutes là, dans ces discussions-là, c'est ce que je comprends, est-ce que tu t'abandonnais? C'était surtout le côté sécurité, s'assurer qu'on va tous y arriver ensemble. Et là, c'est important de dire, on s'arrête, on réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire pour être sûr que sécuritairement, on va le faire. Et la phrase fétiche que j'aime dire après le voyage du Guatemala, c'est « personne n'est blessé ». C'est quand même, on avait plein de choses difficiles à faire et personne s'est blessé, ce qui était merveilleux. Là. On l'a tout fait, puis on a tous nos morceaux. C'est ça. Donc, vous avez fait de la tyrolienne aussi, hein, si je ne me trompe pas? Pourquoi pas, hein? Ben oui, tant qu'à faire. Oui, c'est ça, c'est ça. Deux tyroliennes, tant qu'à faire. OK. Puis ça s'est bien passé. Oui. Non, mais c'est parce que je vous pose la question parce que moi, je vous ai suivi et il y a personne encore qui a parlé de ça comme étant un wow. Alors, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Encore là, le processus a été encore plus satisfaisant que la tyrolienne en tant que telle. C'est que j'ai monté au début de la tyrolienne, ou le lieu de départ, comme un sac à dos, là, dans le dos de quelqu'un. Il me portait comme s'il portait là, souvent on voit les Sherpas, des choses comme ça. Là j'étais vraiment comme... et là, ça a été aussi stressant que la tyrolienne. Puis là, Denis, tu pèses combien, toi? 200 livres quand même à porter. C'est pas ça. Il y a un exploit juste là. Oui. Ça a pris trois Guatémaltèques qui avaient de l'expérience, qui se sont alternés pour se rendre oui, je pense au départ. Je pense qu'il en parle encore, d'ailleurs.
Oui. Oui, oui. Comme le temps avance, on pourrait peut-être essayer de voir, évidemment, comment s'est fait le retour et qu'est-ce qui est arrivé quand vous avez atterri ici et par la suite. Comment ça se vit? Ouais, moi, ça a été difficile parce qu'on a été confrontés, là. Écoute, on a mangé un souper qui, je pense il y avait quelque chose, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais sur 11 personnes qui étaient à table, 9 ont eu des symptômes. Et donc, avec la maladie de Crohn inflammatoire, c'était rough, là. Fait que, fait que moi, j'en ai eu, ça a été intense pendant 48 heures, je dirais, 72 heures, mais j'en ai eu pour 2 semaines à m'en remettre après le retour. Fait que j'ai été 2 semaines à pas filer, là. Fait que c'était ça mon retour. Moi, c'était vraiment pas évident. Fait que avant que je puisse savourer puis dire, tu sais, comment je pourrais dire ça, toute cette réalisation-là qu'on a fait ensemble, c'est ça. J'ai commencé par m'en remettre, disons. C'est ça. Et toi, Denis? Ben, c'est ça, parce que quand je dis à la fin, personne s'est blessé, il y a quand même eu la dernière et avant-dernière journée après notre redescente là, des 2 jours au camp de base là, de la Catenango. C'est sûr que au camp de base, là, je vous confirme que le MAPAC avait pas, le ministère de l'Agriculture n'avait pas checké si tout était conforme. Là. Fait que c'est passé quelque chose, là. On a probablement tout été à des stades plus ou moins grands, mais et la majorité, toute la semaine de retour a été plus difficile que les 2 semaines au Guatemala. Donc, mais tu sais, ça fait partie du voyage de dire, OK, quand on fait tout exclu, ben ça se peut qu'il y ait des choses qui nous ressortent un peu. Là. Donc, mais je pense qu'on est tous encore sur une vibe où je pense qu'on y retournerait tous demain matin si on pourrait. Là, Alors, en terminant, vite, à tour de rôle, s'il y avait une chose là aujourd'hui que vous retiendrez de tout ça, ça serait quoi? Je peux y aller en premier. Vas-y, Denis, vas-y, oui. Vraiment la magie de l'équipe. La magie de l'équipe. C'est très cliché ce que je vais dire. Là, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Là, mais ça a beau être cliché, c'est ça quand même. La magie de l'équipe a opéré tout le long. Puis ça a une valeur, en tout cas pour moi personnellement, une valeur exceptionnelle là, quand l'équipe va tout ensemble. Là. Fernand? Ben, ça va dans le même sens. Là, un des slogans que j'utilise régulièrement. Et je me dis que ensemble, tout devient possible. Là, fait que c'est ce qui semble impossible individuellement, en petit groupe, ben, si on y met toute l'énergie, on y met toutes nos forces ensemble, ben on y arrive. Puis voilà, on peut savourer ce succès-là ensemble. Alors, merci Denis, merci Fernand de nous avoir parlé de l'expédition au Guatemala. Maintenant, on va se tourner vers des participants à l'expédition de l'île de la Réunion. Une expédition, Denis, qui t'es pas, hein? Tu la connais celle-là aussi, puisque tu faisais partie de l'équipe technique à ce moment-là. Ouais, donc, tu l'as vécu autrement. Ouais. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, merci à vous deux. Merci. On s'entretient donc avec Samuel Saucier, Louise Desserre et Stéphane Boisvert. Bonjour à vous 3. Alors, avant de commencer notre entrevue, notre discussion, peut-être, Yvan, que tu pourrais présenter nos 3 invités. Oui, alors l'expédition à l'île de la Réunion, c'est aussi connu sous le vocable la diagonale des fous. Oui, bien, on sait pourquoi. Oui, il faut l'être un peu. Alors, ça commence avec Samuel Saucier. Bonjour Samuel. Il est capitaine courage de l'équipe de l'expédition de l'île de la Réunion. Il vit avec l'ataxie télangiectasie. Ben, syndrome de Louis Barre. Bon. S'entends-tu là-dessus? D'accord, OK, ça marche.
Ça va aller pour ça. Louise pourra peut-être nous dire tantôt comment ça se prononce. Là, mais pour le moment, on va régler ça comme ça, Yvan. C'est moi qui ai un syndrome de prononciation. Et il est accompagné de sa mère, Louise de Serres, qui était non seulement son accompagnatrice au début, mais pendant le voyage aussi. Lors du documentaire, on la voit très active. Yvan, si tu me permets, Louise, moi, je la vois un peu comme une agente d'artiste. Moi, je regardais ce qu'elle avait fait, tout ça avec Samuel, puis je me disais, c'est elle accompagne, c'est son agente, c'est ça. Est-ce que c'est ça, Samuel? Oh, bonne nuit, toi. Excuse-moi, Yvan, continue. Pas de trouble. Et on accueille aussi Stéphane Boisvert. Lui est aventurier, adepte de planche à neige et prof d'éducation physique au secondaire. Stéphane a subi une amputation à la jambe droite et aux orteils du pied gauche après avoir vécu 7 jours perdu avec sa planche à neige dans les montagnes de la Colombie-Britannique. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous deux, Sam et Louise ici. Très content d'être là. Alors, un jour, vous avez reçu, j'imagine, un appel, peut-être d'Éric, je ne sais pas comment ça s'est fait dans votre cas, mais qui vous a proposé quelque chose, qui vous a dit, est-ce que ça vous tente d'embarquer dans la folle aventure? Comment vous avez réagi quand vous avez reçu cet appel-là? On peut peut-être commencer avec Samuel et Louise. Alors, le téléphone sonne, là. Oui. Parfait. On était dans une course. Samuel faisait des courses en Cartus à ce moment-là. Un Cartus, c'est une grosse poussette, comme une grosse poussette à 3 roues pour adultes. Oui. Puis, à la fin de la course, les 3 instigateurs, soit Éric Sévélec, Sylvie Croteau et Frédéric Michaud, sont venus nous rencontrer, moi et Yves, pendant que Samuel était occupé dans son groupe. Ils nous ont demandé, est-ce que vous seriez d'accord qu'on amène Samuel en voyage? Bien là, on se dit, si Samuel est d'accord, pourquoi pas? Ouais, mais le lendemain, on s'est demandé, mais on ne sait pas à quoi on a dit oui. C'est ça, vous ne saviez pas où? Vous saviez pas où? On ne savait pas où. Ah, ils ne l'ont pas dit. On rappelle Éric. Je dis, Éric, est-ce que tu amènes Samuel au bout du monde? Là, on a dit oui, mais on ne sait pas à quoi on a dit oui, là. Fait qu'effectivement, mais il dit, c'est pas au bout du monde, mais pas loin, là. Il dit, c'est à l'île de la Réunion, près de l'île de Madagascar. Ah, ouais. Ben là, pourquoi pas, Samuel veut le faire, on y va. Mais là, Louise, est-ce que tu savais c'était où? Ben, pas du tout. Mais quand il m'a dit Madagascar, là, il dit la pointe de l'Afrique du Sud, puis c'est une île à côté. Fait que là, ben, il dit, pourquoi pas, Samuel a dit oui, Samuel veut le faire, on part. Samuel, lui, voulait. Tu voulais, Samuel? Oui, c'est ça, c'est ça. N'importe quel défi, t'es prêt. Oui. Toi, Stéphane, le téléphone sonne. C'est Éric Sévélec qui est à l'autre bout j'ai failli dire du fil, à l'autre bout du téléphone. Ouais. Tu réagis comment? Ben, en fait, pour ma part, là, la genèse de tout ça, c'est que moi, j'avais fait la traversée du SIA, le Sentier international des Appalaches, en Gaspésie. Puis ça faisait pas longtemps que j'étais impliqué avec le réseau Autonomie Santé, là, qui a un peu chapeauté tout ce beau projet-là. Puis, j'avais invité, en fait, faire une section du sentier avec Éric. Fait que c'est suite à expérimenter puis qui est venu avec moi m'accompagner dans le sentier qui m'en a parlé. En fait que au début, j'ai hésité, mais étant donné que les capacités physiques sont plus restreintes pour ma part, mais après ça, sachant que c'était Réseau Autonomie Santé puis que j'avais totalement confiance à Éric. Je venais d'accomplir aussi le SIA. Ça m'a comme donné une certaine confiance aussi en mes capacités. Fait que suite à ça, j'ai dit oui à cette folle aventure. Est-ce que tu connaissais Éric de longue date auparavant? Non, pas du tout. En fait, là, moi, c'est suite à 2020, là, j'avais fait une première activité avec Réseau Autonomie Santé là, et Accès Grimpe d'escalade. Puis c'est là que j'avais rencontré Éric. Puis là, suite à ça, ben là, j'ai été impliqué avec Réseau Autonomie Santé là, depuis peut-être 2021 environ. Puis je le suis toujours d'ailleurs là, avec eux. Fait que c'est suite à peu près à 2020 là, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Louise et Samuel, est-ce que ça faisait longtemps, quand on vous a proposé ça, que vous étiez avec le réseau, avec le RAS, avec le réseau Autonomie Santé?
Oui, parce que toute la saison, on avait couru là, en Cartus, puis on fait des courses un peu partout en région, là, puis même jusqu'à Trois-Rivières, Bécancour, on en fait plusieurs, puis c'est la course de fin de saison là, qui nous ont fait la grande demande. Oui, c'est ça. Puis la grande demande, quand vous en avez parlé là, à vos proches ou en tout cas des gens autour de vous, Louise et Samuel, est-ce qu'ils vous ont dit que vous étiez aussi fou que le nom du projet? Ou c'était quoi leur réaction? Les gens étaient très surpris parce que nous, on est allé voir aucune image. On ne voulait pas voir. OK. Les gens nous disaient, mais êtes-vous allé voir qu'est-ce que ça a l'air là-bas? C'est dangereux. Oui, le piton de la fournaise, c'est quelque chose quand ça pitonne. Oui, les gens étaient très surpris qu'on permette à Samuel de vivre ça, mais donc, ça fait 20 ans qu'il attend de mourir, cet enfant-là. Il a une maladie dégénérative à pronostic final. Fait que il a choisi de vivre puis il est heureux, mais on le laisse faire ce qu'il y a 30 ans, il a choisi de le faire, on le fait. Puis Samuel, toi, tu te tiens en forme régulièrement. Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial en plus pour participer à cette expédition-là? C'est sûr que je m'entraîne 3 fois semaine. Ça me garde en forme. Bravo. Et toi, Stéphane, toi aussi, tu es un athlète au départ. Est-ce que je sais que vous avez fait des activités de préparation, tout le groupe ensemble. Parle-nous de cette étape de préparation. Oui, exact. Dans le fond, tu sais, un projet d'envergure comme ça, dans le fond, il ne faut pas arriver du jour au lendemain puis aller là-bas. Fait que le projet a commencé 2 ans auparavant, le défi. Puis, dans le fond, on avait un comité de préparation physique et mentale dont je faisais partie. Puis, physique et mentale. Oui, dans le fond, il y a le physique, mais il y a aussi le mental qui est pas à sous-estimer là, dans tout ça. Là. Fait que, on avait eu des activités là, préparatoires en lien avec ça. On avait des entraînements en sentier. On a participé à des courses officielles comme le Québec Méga Trail, le défi des couleurs Simard, le Notos à Victoriaville. Fait qu'avec Sam aussi, là, puis l'équipe au complet. Donc, on s'était préparé. Puis on avait aussi, parallèlement à ça, des entraînements, dans le fond, individuels, que tout le monde, chacun pour soi, comme Sam. Là. Puis là, c'était le fun parce que dans le fond, on avait un groupe Messenger, on se motivait, on s'envoyait des trucs. Donc, Sam, des fois, il partageait ses entraînements. Donc, ça amène aussi une certaine motivation. Et aussi, préparation physique et mentale. Donc, on se faisait on a fait une fin de semaine, on a fait des 24 heures, on a fait des rencontres là, pour un peu établir les bases. Donc, la première rencontre, c'était, mettons, le contrat de valeur, ce qu'on avait sur nos chandails par la suite. On avait un Scooby-Doo aussi qu'on avait en expé là, pour nous rappeler un peu ces 4 valeurs-là. C'est quoi, excuse-moi, un Scooby-Doo, c'est quoi? Scooby-Doo, c'est comme un truc avec de la paracorde, dans le fond, là, que tu as avec toi, que tu peux utiliser en mesure de survie pour attacher des trucs. Des fois, tu sais, on appelle ça l'âme, les petites fils. Des fois, tu peux pêcher avec ça. En fait, il y a plusieurs utilités. Tu peux utiliser en survie, en scoutisme. Mm-hmm. On avait élaboré ça, dans le fond, avec nos 4 valeurs. Il y avait 4 couleurs. Puis là, on avait fabriqué ça ensemble dans justement une fin de semaine de préparation physique et mentale où on s'était mis en conditions un peu similaire à ce qu'on allait vivre, c'est-à-dire en déficit de sommeil, un 24 heures complet avec des activités, puis stimuler, puis où ce qu'on allait un peu apprendre à se connaître, puis apprendre à se connaître dans différents contextes de fatigue, voir la tolérance, puis un peu s'assurer justement que quand on arrive là-bas, ben qu'on est préparé, qu'on a des bases, puis on a quelque chose sur quoi s'appuyer, tu sais. Louise, comment toi, tu voyais ton rôle à travers cette préparation-là? Parce que toi, tu n'es pas dans l'action directe. Ben juste de suivre Samuel, je vous dirais, M. Deslauriers. C'est de l'action directe, hein? C'est ça. On était présents partout où Sam était, sauf quelques sorties où ils sont vraiment partis avec lui. Mais on avait totalement confiance en l'équipe. Là. C'était une équipe vraiment exceptionnelle qui sont en amour fou avec les personnes à mobilité réduite. Mais au départ, je pense que vous étiez une vingtaine et plus, là, j'oublie le nombre exact. Ouais. Vous ne vous connaissiez pas tous au départ? Pas du tout.
Il y a des gens de travers le Québec. Oui, oui, c'est ça. Fait qu'il a fallu créer un esprit d'équipe. Vraiment. Exact. C'est ça, c'est à travers justement les entraînements, puis à travers les rencontres justement de préparation que justement on apprenait à se connaître, on vivait des expériences ensemble. Tu sais, c'était de créer des liens en fait là. Donc dans ces 2 ans-là, puis fait que c'est ça, on avait, comme Louise l'a dit, là, on avait du monde tu sais, de Chicoutimi, de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, fait que d'un peu partout. Principalement dans le fond Victoriaville, mais tu sais, il y avait quand même du monde d'un peu partout. Fait que aussi, il y avait ce défi-là tu sais, de se rencontrer à différents moments. Fait que là, puis pendant 2 ans, là, ça nous a permis justement de créer des liens, puis après ça, être fin prêt pour le défi. Ça prend combien de temps, Stéphane, puis ensuite on pourra parler à Louise et Samuel, pour justement se sentir à l'aise, là? Je veux dire, vraiment, la confiance, elle est établie, ça se fait quand même pas comme ça, puisque vous n'êtes pas des gens qui se fréquentaient auparavant. Non, ben c'est ça, ça prend. Ben, tu sais, nous, on l'a fait, on s'est donné 2 ans. Mais tu sais, ça reste que tu mets les bases, tu te prépares, mais tu sais, reste que tu sais pas dans quoi tu t'embarques dans ce Oui, mais c'est ça. À quel moment on sait que c'est assez sûr là, pour que je m'embarque là-dedans, là? Est-ce qu'on le sait ou quand on part, on le sait pas? Ben, quand on part, on a une certaine confiance en l'équipe, en fait, en les capacités de l'équipe, parce qu'on s'est mis dans on a fait des défis, on a fait des courses dans lesquelles on a eu certains défis, mais on reste quand même dans un petit moment d'incertitude parce qu'on ne sait pas réellement dans quoi on s'embarque, puis le terrain de là-bas. Malgré, que ce qui était utile pour un peu diminuer les craintes. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est diminuer les craintes le plus possible, d'être prêt physiquement puis d'être prêt en équipe. Donc, ça, concrètement, c'est une fois qu'on est dans le terrain, qu'on est là-bas, qu'on le constate. Là. Puis, je pense que ça a été une belle réalisation de voir qu'en équipe, là, quand on était dans l'action, là, on était vraiment, vraiment, vraiment prêt. Parce que, ça s'est bien déroulé, c'était fluide. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a une équipe de là-bas, de la France aussi, qui est là. Dans le fond, on est invité avec une équipe locale de la Réunion. Fait qu'on est 2 équipes de jouettes. Fait que là, c'est le fun de voir, dans le fond, qu'on s'aide mutuellement. Puis indirectement aussi, on se compare parce que on est 2 équipes de jouettes. Oui. On voyait que justement, là, on était une équipe là, soudée qui fonctionnait super bien. Fait que c'est une fois là-bas, en fait, là, qu'on le constate. Mais le 2 ans est quand même vraiment important pour justement se mettre dans des situations similaires. De votre côté, Louise et Samuel, comment vous avez vécu ça? À quel moment vous avez eu pleinement confiance, si c'est possible d'avoir pleinement confiance avant de partir dans une expédition comme celle-là? La confiance est venue assez vite. Assez vite, hein? Oui. Oui, c'est ce qu'on voit dans le documentaire quand on te voit aller, Samuel. C'est ce qu'on sent. Oui. Oui, d'ailleurs, tu as l'air de quelqu'un qui fait confiance. Ouais. Vraiment. Samuel est dans le moment présent tout le temps. Donc, il est vrai. S'il y a quelque chose à dire, il va le dire. Il n'y a pas de filtre. Oui, Puis, les gens ont toujours leur juste avec lui. Puis, vu qu'il voulait le faire, là, nous autres, on n'avait pas de barrière. Là. C'est sûr qu'il fallait qu'un des deux suive. Fait que on a choisi que ce serait moi qui irais avec lui. Mais dès le début, on a eu confiance. Je vous dis, là, on n'est jamais allé voir les images de l'île. On a fait confiance. Les gens nous en parlaient. On passait par-dessus ça parce qu'on n'est pas des autruches. On ne s'est pas mis la tête dans le sable. Là. On sait qu'on a été jugés parce que c'était vraiment un gros projet. Là. C'est vrai, une fois qu'on l'a vu, que c'était dangereux. Là. Mais Samuel, il voulait le vivre, puis on est allé à fond. Wow. Puis j'allais dire, petite parenthèse, il y avait tellement confiance en nous qu'on avait le droit de l'échapper 3 fois. Dans qu'il y avait tellement confiance à ce que ça ne soit pas trop dommageable dans les 3 fois. Moi, je pensais que vous aviez fait exprès. Non, on testait la confiance. Oui, c'est ça. OK. Moi, je me réfère au documentaire que j'ai regardé 3 fois plutôt qu'une. Et parlez-nous du départ. Parlez-nous du début. Parce que c'est une fête au début, là. C'est incroyable. Là. C'est une île, là, fait que puis c'est reconnu mondialement là, de la Diagonale des Fous. Donc, l'île presque au complet là, est mobilisée. Fait que
Au départ, on est là-bas, là, c'est la fête pendant 1 heure avant le départ. Il y a la musique, il y a des personnes sur des échasses, il y a des animateurs, la foule est hystérique. Puis là, nous, on est là-dedans. Puis là, on est pendant, je pense, 45 minutes là, à avoir ça, puis à s'imprégner de ça, puis être baigné dans cette ambiance-là. Puis ce qui est beau aussi de là-bas, avec l'inclusion puis les Joëlettes, c'est qu'ils nous permettent d'être dans la Diagonale des Fous, là, à travers les athlètes, à travers le vrai défi. Donc, tu sais, on part, nous, 1 demi-heure avant les athlètes. OK. Enfin, on se parle aussi des athlètes, mais mettons les athlètes qui font dans la performance. Oui, parce que vous êtes des athlètes, là. C'est ça, Je comprends, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, que les gens qui ont handicap ou limitations et tout ça, vous partez avant les autres. Mais dans le fond, vous êtes athlète comme les autres. Le défi est aussi important. Ben oui, c'est ça, il n'est pas diminué pour autant. Exact. Il est même augmenté, probablement, hein, pas mal. Ben, il y a le défi, ceux qui le font souvent à la course, c'est de façon individuelle, mais nous, il y a la force de l'équipe, mais le défi aussi qui s'amène en équipe de se relayer puis de le faire ensemble. Fait que c'est ça, fait que c'est à travers tout le monde, fait qu'on est 1 demi-heure avant eux. Fait que on est vraiment là en immersion complète dans le défi en soi. Puis là, après ça, ben là, c'est le départ qui est lancé avec les 2 équipes de Joëlette, là, en fait, là, qu'on part sur le béton. Puis là, je pense que c'est pendant, si je me trompe pas, au moins 2 kilomètres là, qu'il y a du monde. 7 kilomètres, Stéphane. 7 kilomètres. 4 kilomètres. Mais je veux juste arrêter ici, Stéphane, juste un instant. Samuel, toi, raconte-nous en 2-3 mots l'excitation du début, parce que c'est vraiment un gros party, là, c'est une grosse fête. Ouais, c'était gros. C'était gros. Trop gros? Oui, c'est ça, tu trouvais ça trop? Non, OK. Puis, C'était correct. c'était correct. C'était assez pour te donner du réveil pendant 24 heures parce que, tu sais... Ouais, c'est Oui, ça. hein. Mais ça doit être dur après parce que là, la réalité vous rattrape. Oui, puis là, on fait le party, puis après ça, on part. Là, il y a le silence. Ben, on le voit un peu aussi dans le documentaire, puis c'est bien représenté, là, tu sais, qu'il y a tout le bruit de la foule, puis après ça, on rentre dans les cannes à sucre, là, puis que là, c'est la nuit, puis on est juste avec nos frontales, puis là, c'est le silence, puis le défi est lancé, le défi est parti. Là. Oui, là, là, la force de l'équipe devient vraiment essentielle. Là. Ouais. Tu sais, puis c'est là, comme je disais tantôt dans la préparation, c'est là qu'on voit là, qu'on était fin prêt, parce que, tu sais, là, on est lancé dans le défi, là, on est dans le vrai, puis fait que là, toutes nos expériences acquises des deux années précédentes, ben là, tu sais, sont mises en action. Fait que là, on est comme dans l'excitation, puis on est dans le moment présent, puis ça roule, ça va bien. On s'ajuste aussi, on s'adapte, là, parce que, tu sais, il y a eu des petits défis, des petits soucis pour quelques personnes, mais tu sais, somme toute, sinon, là, tu sais, ça roulait super bien, on avait un bon rythme. Puis non, c'est ça, on est juste dans l'appréciation puis dans le moment présent. Louise, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Mais nous, on est dans l'équipe de logistique, donc on regarde parce qu'il fallait nourrir ça, tout ce beau monde-là. Là. OK. Donc, tu étais impliqué dans ce côté-là de l'aventure. Oui, mais c'est sûr, j'avais eu des soucis de santé avant de partir, fait que c'est surtout ma sœur qui était au chaudron, là, mais vraiment, là, on s'est occupé là, de voir ce que tout le monde ait ce qu'il fallait là, quand il revenait de la course. Là. Il y a eu Même avant. Même avant, ouais, c'est ça. Les calories nécessaires. Oui. Comment vous avez trouvé? Il y a eu des moments de remise en question, il y a eu des petites difficultés où une participante en particulier se posait la question si elle pouvait le faire jusqu'au bout. Comment, Stéphane, avec la préparation psychologique, je reviens à ça, tu t'en as parlé au début, est-ce que l'équipe a vraiment bien réagi à tous ces aléas, à tous ces problèmes-là qui se sont présentés? Ben, dans la mesure du possible, je pense que oui. Tu sais, dans le moment présent, dans les informations qu'on avait, puis dans le soutien de l'équipe, je crois que oui. Tu sais, on parle de moi-même puis Anne-Marie, tu sais, surtout au début, là, qu'on a eu des petits soucis physiques. Oui.
Mais tu sais, c'est ça, Anne-Marie, tu sais, on le voit aussi super bien dans le documentaire, là, tu sais, qu'elle a ses inquiétudes, puis c'est partagé avec l'équipe. Il y a un petit groupe dans l'équipe aussi là, qui la soutiennent, dont sa copine Stéphanie, puis d'autres membres de l'équipe là, qui s'assurent tu sais, que les inquiétudes sont nommées, que le soutien de l'équipe est nommé aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est dans la mesure du possible la meilleure décision. Puis tu sais, au final, elle a passé à travers, puis elle l'a réalisé. Fait que tu sais, Oui. c'est super beau. Puis vous avez eu à prendre des décisions aussi à cause de la température, à cause de la difficulté des sentiers. Est-ce que vous Ouais. êtes toujours tous bien sentis dans ces décisions-là? Ben, dans ceux-là, oui, là, tu sais, je sais pas si tu fais référence à la dernière journée, Oui, là, où c'est à ça que il je y fais avait la référence. descente à la Redoute, là, au stade, là, qu'il y avait le terrain, ben, il y avait plus beaucoup. Le terrain était hyper boiteux, puis très dangereux. Donc, il y avait la décision qui devait se prendre de séparer l'équipe. Fait que, tu sais, c'était quand même des décisions qui sont pas évidentes dans le moment. Tu sais, ça fait 3 jours que tu es ensemble, puis là, soudainement, il faut que tu sépares l'équipe, là. Fait que, Mhm. mais, tu sais, il y avait un souci aussi de toujours bien faire les choses. Donc, tu sais, il y a des personnes qui prennent en charge. Il y a une décision qui s'était faite, donc de façon volontaire, qui souhaitait. Parce que dans le fond, pour expliquer aux gens, dans le fond, qu'on devait séparer l'équipe. Donc, une équipe qui devait prendre la joëlette, courir sur l'asphalte, dans le fond, prendre un détour du trail en soi. Puis, donc, prendre la joëlette sur l'asphalte pour se rendre jusqu'au stade pour la rentrée finale. Oui, oui, oui. Le reste de Samuel, oh, l'équipe. excusez-moi, continue. Oui, Ouais, oui. non, je voulais dire, puis le reste de l'équipe devait prendre, dans le fond, le sentier là, boiteux, mais tu sais, sans joëlette. Fait que l'équipe s'était séparée en deux, puis là, c'était de façon volontaire, ceux qui souhaitaient le faire. Puis finalement, tu sais, tout le monde a eu son mot à dire, puis ça s'est bien fait. Là. Samuel, ça a été quoi pour toi les plus grands défis là, pendant tout ce parcours-là de 175 kilomètres? Ben, c'est sûr, rester réveillé. Rester réveillé, OK. Mais- Puis, non, ben, à part ça, il n'a pas eu même, hein? Non, ta confiance était tellement grande que tu étais prête à t'endormir puis à te laisser aller. Ouais. Ça Est-ce- allait bien. Oui. Est-ce que sérieusement, c'est arrivé qu'à un moment donné, les yeux étaient fermés puis que tu as manqué des petits bouts pendant le 175 kilomètres? Ouais. Ah oui! Ah bon? Ah bon? Où ça là? Je m'en rappelle plus. OK. Maintenant, tu dormais. Ça doit être déjà passé. Mais est-ce que tu t'étais donné un rôle d'encourager aussi tes coéquipiers? C'était ton Ouais, oui. Ouais. C'est moi qui étais mandaté de ça. Oui, c'est Oui, ça, oui, mais tu étais tout à le fait. capitaine, finalement. Oui, Fait oui. que j'imagine le capitaine a des responsabilités, là. Faut qu'il fouette ses troupes, parfois, d'une manière douce ou plus dure. Puis là, je voulais, juste avant d'arriver, la grande arrivée, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir particulier du parcours? Allons-y avec Stéphane. Ben, j'allais dire juste une parenthèse aussi, tu sais, Vas-y, juste vas-y. pour dire pour Sam, tu sais, notre cri de ralliement, c'était un pour tous, tous pour Sam, puis c'était Sam qui le criait. Là, tu sais, c'était OK. dans les moments Mhm. c'était nécessaire, là, tu sais, c'était Sam qui partait notre cri de ralliement. Ah, c'était bien, le cri de ralliement. Qui a pensé à ça? C'était décidé d'avance ou spontanément, tout à coup, c'est arrivé? Ça s'est décidé dans les 2 ans, en fait. Là, je me Ok. souviens plus qui précisément, là, mais tu sais, c'était un moment justement de creux de vague, comme on peut dire. Là, puis que dans les moments de préparation, là, tu sais, ça a sorti. Puis là, on l'a mis en application justement dans nos sorties. Bien. Donc, Préalable. c'est devenu un élément motivateur. Mm. Ouais, puis c'était Sam, c'est lui qui collait à la shot. Alors, je reviens à votre grand souvenir du parcours, pas à l'arrivée, le parcours. Le parcours en soi, Ouais. ben, c'est ben, 2 choses, je dirais. Ben, pour moi, en fait, là, c'est le lever de soleil, le lever du jour le vendredi matin. On était à Cialos, je ne sais pas si je le dis bien, là. Mais tu sais, on était presque au sommet d'une montagne. Oui. Puis là, le lever du jour se faisait avec le matin, la fatigue, dans le sentier, parce qu'on est
ça faisait 2 ans qu'on était dans les sentiers à se préparer. Ça faisait combien de temps là, que vous étiez parti quand c'est arrivé, ça? Je veux dire que vous étiez pendant l'expédition? Je dirais presque 9 heures, mettons, presque 10 heures, je dirais. OK. 9 heures qu'on était partis, mais ça faisait 24 heures qu'on était debout. Là. Parce que dans le fond, c'était depuis le jeudi matin qu'on était debout. Nous, on est parti jeudi soir. Puis là, on est au vendredi matin. Là. Fait que 24 heures debout, 10 heures de défi. Moi, c'était le lever du soleil là, puis les paysages en soi, puis l'équipe, puis voir Sam aussi, puis ses sourires dans le sentier, puis qui essaie de garder les yeux ouverts avec le décor qu'il y avait. Là. Tu sais, c'était, Oui. Est-ce que tu l'as vu, Sam? Est-ce que tu avais les yeux ouverts? L'as-tu vu le lever du soleil? Là, tu l'as eu, celui-là. OK. Alors, toi, Sam, ton souvenir, ton plus grand souvenir de ce parcours-là? Moi, c'est ça revient un peu à ce que tu as dit, c'est le parcours au complet. Au complet, Ouais. ouais. C'est difficile de faire des choix, hein, des fois. Puis Louise, pendant le parcours, y a-t-il un élément que tu gardes particulièrement? Oui, mais moi, c'est sûr que c'est l'arrivée, là, mais Sam, il est moins attiré par les paysages. C'est sûr qu'il a trouvé ça très beau là-bas, mais lui, il allait pour l'aventure humaine. OK. C'est vraiment l'aventure humaine qui s'en allait vivre. OK. Mais il n'y a rien qui va l'arriver. Là. Oui, bien, parlons-en. tellement grand. J'ai fait exprès pour la mettre à part, là, mais parlons-en de l'arrivée. C'était un moment grandiose. Là. Sam, il fait toujours, dans ses courses, il fait toujours des arrivées spectaculaires avec ses bras en l'air. Ouais. Puis quand il a levé les yeux au ciel, là, j'ai craqué. Oui, Ouais. c'est ça. Hein, à ce moment-là, les larmes sont bienvenues. Là. C'est la meilleure façon d'exprimer ce qu'on ressent. Oui, puis l'équipe qui a fait le documentaire a très, très bien saisi ce moment-là. Ouais. Oui, vraiment. Ouais. Stéphane, est-ce que tu peux nous en parler aussi de ce moment-là? Ouais. Tu sais, la beauté de la chose aussi, c'est que, tu sais, avant de rentrer dans le stade, justement, on descend d'un viaduc, là, puis la tradition est que le dernier, dans le fond, il y a comme le cut-off qu'on appelle, là, tu sais, que le dernier participant de la diagonale des fous officielle là, arrive, qui est à 16 heures. Fait que là, tu sais, il y a les caméras, puis là, dès que lui arrive, là, après ça, nous, on peut rentrer dans le stade. Puis là, la beauté aussi, c'est qu'on est tous réunis. Fait que, tu sais, Louise, tout le reste de l'équipe logistique, dans le fond, est avec nous, puis on partage ce moment-là, toute l'équipe ensemble. Tu sais, ceux qui ont fait les 4 jours, mais aussi toute l'équipe au complet. Fait que, tu sais, c'est la beauté aussi de se rassembler, puis de rentrer dans le stade, puis de partager ça tout le monde ensemble. Comme Louise l'a dit, tu sais, la tradition, c'est qu'on soulevait Sam au-dessus de nos bras, là, comme que Cléopâtre, là, dans le fond, il faisait ça. son salut. Fait que, tu sais, c'était. Puis là, après ça, la folie, l'hystérie, puis tu sais, la beauté aussi que Mathieu Blanchard, je sais pas si vous. C'est quelqu'un de quand même connu dans le monde du ultra trail qui a gagné l'édition de la Diagonale. Oui. Et là aussi, pour accueillir le Joëlette, tu sais, qui parle au micro, puis aussi l'animateur là, qui parle, puis on l'entend dans le documentaire, justement, tu sais, les paroles qu'il utilise, puis les mots qu'il utilise. Tu sais, après ça, là, c'est le moment de grâce, de célébrer. Puis après ça, ben là, comme on le voit dans le documentaire, ben là, c'est la danse, c'est la folie, on est dans la boîte. Puis c'est parti de rien. Là, les deux équipes, là, on a commencé à sauter. Puis là, ça a parti pendant une demi-heure de danse et de folie, puis de juste célébrer ce moment-là. De défoulement complet. Ouais, de 4 jours là, d'avoir puisé, souffert, apprécié les décors, puis être pas sûr. Être incertain, oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'incertitudes. Après quelques années, là, ça fait quelques années que vous avez vécu ça, là, vous êtes toujours avec ces mêmes sentiments? Ben, c'est la beauté de la chose d'avoir une équipe documentaire puis d'avoir quelque chose qui a suivi. Ça fait durer Ouais, OK. ces émotions-là puis ce moment-là. Puis c'est sûr qu'il y a aussi de s'en rappeler aussi. Puis juste une petite parenthèse cocasse, là, moi, j'arrive de voyage hier de Suisse. Oui. Fait que la beauté de la chose du voyage, c'est que c'est de se rappeler ces moments-là. Puis hier, dans l'avion de retour en Suisse, puis je croise un couple de Chicoutimi avec qui on a fait le défi. On se croise dans l'avion de retour de Suisse à Comme Montréal. ça. Aïe, aïe. OK. Juste comme ça. Fait que, ça m'a juste remis aussi dans ces. De pouvoir voir ces gens-là, parce qu'on se croise pas dans la vie de tous les jours. Juste ça, ce qu'on a partagé ensemble,
même si ça fait 2 ans, on se revoit, c'est la joie parce que on a vécu ça ensemble. Fait ça nous ramène ces émotions-là, ça nous ramène tous ces souvenirs-là. Puis comme je dis aussi, le film documentaire, puis le long métrage qu'il va y avoir aussi en décembre prochain. Il va y avoir une première. J'ai dit ça un scoop, moi, là. En tout cas, nous, on le savait Pour nous pas, autres, mais on n'en parle pas, on n'en parlera À l'automne. À à l'automne. Faut dire à l'automne. OK. À l'automne, à OK. l'automne. Mais on Ouais, va c'est à l'automne. On va sûrement y aller, par exemple. Ouais, c'est ça, j'espère qu'on va être invité. Samuel, est-ce que ça t'arrive souvent, toi, de revoir le documentaire? Pas mal. Non, non. Ouais, j'en regarde une ou deux fois, puis C'est c'est assez. tout. C'est ça. Je C'est l'ai fait. c'est ça. Je l'ai fait. C'est ça. Oui, C'est ça qui compte. Tu le gardes dans ta tête puis dans ton cœur, finalement, puis c'est ça. Puis Louise, toi? Nous, ça fait au moins 20 fois qu'on le regarde. Ouais, c'est ça, hein? Et on voit des choses nouvelles à chaque fois. On J'imagine. n'avait pas observé la fois d'avant. Ouais. Mais C'est tellement un beau documentaire. Oui, c'est un beau documentaire. Vous avez bien raison. Mais ça a dû être aussi une expérience particulière, toi puis Samuel, ce voyage-là. C'est pas quelque chose d'ordinaire. Non, c'est pas quelque chose d'ordinaire, puis c'est quelque chose qu'on fera pas, là. C'est vraiment gros, là. Puis maintenant, il faut vivre avec les séquelles du voyage, là. Fait que, c'est quoi ça? Moi, c'est quoi le séquelles? Le blues Son d'après-voyage? son système respiratoire, il est fragile, Samuel. Donc, les montagnes et les volcans, l'altitude, prendre l'avion 4 fois, c'est pas très bon pour les poumons. Fait que là, on dit à la blague que maintenant, il crache comme un petit vieux. Fait que... Ça maganise son système respiratoire, mais il est tellement content de son expérience. Il était même prêt à mourir là-bas. Là. Il voulait le faire. Oui, c'est ça. Donc. Stéphane, est-ce que tu as recommencé, toi? Ou tu as d'autres projets qui ressemblent un peu à la diagonale? Ben, pas à l'envergure, à la hauteur de la diagonale, évidemment. Mais ouais, tu sais, ça continue, la vie continue. Puis tu sais, ce que j'allais dire, c'est que tu sais, les retombées de ça, c'est ce qui est beau, là. C'est que tu sais, Sam, pour moi, c'est rendu un ami, là, c'est un chum. Là. Puis il y a une gang de chums, là, d'amis, filles et gars, suite à ça. Fait que tu sais, on se voit, je vais voir les Tigres avec Sam. On a des conférences il y a 2-3 semaines, on téléphone une conférence ensemble. Et ils croisent, il y a tout le monde impliqué à chaque mois, à chaque semaine. Mercredi, le 6 mai, on va faire une randonnée à Thetford. Je vais être là. Fait que, c'est les retombées aussi de ça qui est super beau qui poursuit. Pour ma part, c'est ça, je finis un cours en intervention nature-aventure là, à Chicoutimi. Fait que c'est pas mal ça, moi, dans ma vie actuellement, de conclure ça, ce cours-là universitaire qui va me permettre justement, là, après ça, d'enseigner en lien avec le plein air. Est-ce que c'est une décision qui a été prise et à cause de la Diagonale des Fous? Non, pas. Non, ça n'a pas rapport, comme on dit en bon français. Non, c'était avant ça, mais ce qui est la beauté de ça, que la vie fait bien les choses, c'était un peu ça que j'ai vécu, une intervention nature-aventure avec une grosse gang. Fait que, tu sais, j'ai vu un peu concrètement, tu sais, la théorie que j'apprends puis qu'on a appliquée. Là. Ton handicap, est-ce que tu le mets, ça devient un élément de ton approche? Tu voulais dire dans mon intervention nature-aventure? Oui, avec les autres, oui. Ben, je l'ai pas vécu encore dans l'enseignement. J'ai un projet justement l'automne prochain. Je veux pas que ce soit parce que le but, c'est les personnes avec qui je vais intervenir. Bien sûr. Les besoins sont reliés à eux. C'est sûr, par exemple, que s'il y a des parallèles, des façons d'inspirer, je vais l'utiliser, c'est sûr. Mais c'est pas... Donc, ça fait partie intégrante. Ça fait partie intégrante de ton approche. Tu n'en fais pas une spécialité. Là. C'est pas... Non, c'est ça. Si l'occasion se présente, là, dans le fond, on va l'utiliser. Puis il y a Réseau Autonomie Santé aussi là, qui rayonne, que les projets aussi se poursuivent. Là, parce que moi, je suis dans le CA aussi de Réseau Autonomie Santé. Fait qu'on est aussi à mettre ça en place. Là. Il y a différents projets qui se mettent en place, dont un circuit de Joëlette qui va voir le jour cet été. Là. Donc, on veut que ça rayonne, on veut faire des petits avec ça, puis un peu être démocratiser la trade, puis
d'intégrer un peu les Joëlettes dans les parcours et les courses au Québec. Louise, du côté de Sam, je comprends que malgré s'il y a une fragilisation de la santé, qu'il y a quand même des activités qui se poursuivent. Oh oui, Sam a une vie très active. Puis dans le retour du voyage aussi, les gens s'ennuyaient beaucoup les uns des autres. Fait qu'on s'est donné comme mission, dans la mesure du possible, de se revoir au moins une fois par saison. Tout le fait groupe? Qu'ils font une activité, tout le groupe, le plus possible. Ouais. Les gens qui sont le plus disponibles, faire une activité de groupe pour se revoir, puis se redonner des nouvelles, puis refaire contact. Donc ça, c'est très intéressant. Mais Sam n'a pas une vie plate, là. Sam pratique 10 sports inclusifs différents à part son entraînement 3 fois semaine. Oui, j'ai jamais pensé qu'il y avait une vie plate, lui. Là. Mais toi aussi, tu es en forme, ça prend du souffle pour le suivre, hein, Samuel? C'est ça, c'est bon pour ta mère aussi. Mais Sam, il y a un beau mot d'ordre. C'est quoi ton mot d'ordre, Sam? Quand t'es disposé à être là, tu prends tout ce qui passe. Tout ce qui passe. Oui, ça, c'est bon. Ça, je vais garder ça. Oui, on va garder ça. Puis ça, je trouve que ça commence bien notre conclusion parce que malheureusement, on est rendu là. Alors, dans les 2 volets de ce balado sur les expéditions inclusives internationales, on a vécu, je pense, une expérience exceptionnelle. Oui. C'est ce qu'on peut dire, Yvan. Oui. Des gens audacieux, on en rencontre souvent dans notre balado. Mais disons que cette fois-ci, ça a été au-delà de nos limites. J'ai eu plusieurs frissons. Oui. Des gens donc audacieux que rien rebute, tant sur les plans physiques que psychologiques, comme Stéphane nous l'a bien rappelé. Vraiment, eux aussi, ils vont au-delà de leurs limites. Même si l'effort est exigeant, ils font dans l'entraide, puis un grand respect. Ça, on retient ça aussi. Un grand respect des uns des autres, puis malgré des moments de grande intensité, des fois peuvent fragiliser les relations humaines. Mm-hmm. Quand on conclut, bien évidemment, on regarde cet exploit-là, puis on dit, c'est extraordinaire. Mais je pense qu'il y a plus qu'on peut retenir de ça. C'est que chacun des membres de l'équipe fait sa part. Ils vivent ensemble le défi et les distinctions n'existent plus. Les conditions respectives, handicap, limitations et tout ça, c'est derrière eux. Et quand on parle d'inclusion, moi, je me dis, c'est de ça dont on devrait toujours parler. Vraiment. Merci beaucoup à Éric Sévélec, à Fernand Courchaine, Denis Laliberté, Samuel Saucier, Louise Desserre, Stéphane Boisvert d'avoir participé à ce balado qui est réalisé par Mathieu Tessier. À la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Au-delà des limites est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.